Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur même de la relation thérapeutique pour parler de deux forces, aussi puissantes que mystérieuses, qui sont constamment à l'œuvre, le transfert et le contre-transfert. On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi, d'un coup, on ressent une familiarité, ou au contraire une méfiance un peu irrationnelle, ou même une admiration démesurée pour quelqu'un qu'on connaît à peine? Eh bien la réponse se trouve peut-être dans des concepts qui, figurez-vous, ont plus d'un siècle. Alors, pour piger ce phénomène, commencions par le premier concept, le transfert. Il faut vraiment se l'imaginer comme une sorte de fantôme, un fantôme du passé qui s'invite, comme ça, sans prévenir, dans la relation présente. C'est le fameux Sigmund Freud qui, dès 1905, a mis un nom là-dessus. En gros, le transfert, c'est comme une réédition. Le patient, en fait, ne voit pas que son thérapeute. Il projette sur lui des schémas, des prototypes de relations anciennes, ce qui fait ressurgir des émotions, des attentes, des défenses qui datent de l'enfance. Pour le dire simplement, c'est ça l'idée centrale. La relation avec le thérapeute devient une sorte de scène de théâtre. Une scène où l'on rejoue, souvent sans s'en rendre compte, les drames et les liens de notre histoire. Et ça, c'est une chance incroyable pour observer ces schémas, là, en direct. Mais attention, il n'y a pas que le patient qui ressent des choses, le thérapeute aussi. Allez, on passe de l'autre côté du miroir, le contre-transfert. Et ce n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est un peu comme sa boussole. Alors, le contre-transfert, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les réactions du clinicien. Ça inclut bien sûr ses propres résonances personnelles, mais surtout, et c'est là que ça devient fascinant, ça inclut les émotions que le patient provoque en lui. Et ça, c'est une mine d'or d'informations. Et là, il faut savoir que la façon de voir les choses a radicalement changé avec le temps. Au début, Freud, lui, il voyait ça comme un parasite, un obstacle, un truc à éliminer. Mais à partir des années 50, grâce à des gens comme Paula Heyman, la perspective s'est totalement inversée. Le contre-transfert est devenu un outil crucial, un moyen de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur du patient. Alors, un point super important, il ne faut pas croire que ces concepts sont tout noirs ou tout blancs. Pas du tout. Le transfert et le contre-transfert, ça se manifeste sous plein de formes différentes et chacune a un sens bien particulier. En général, on distingue deux grandes familles. D'un côté, le transfert positif. C'est la confiance, l'idéalisation, tout ce qui aide à construire une bonne relation de travail. Et de l'autre, le transfert négatif. Là, c'est plutôt l'hostilité, la méfiance. Mais attention, ce n'est pas un échec. C'est juste le signe que quelque chose d'important, lié à des figures du passé, est en train de remonter à la surface. Et la palette est bien plus large que ça en réalité. On peut avoir un transfert dit érotisé, avec des sentiments amoureux très forts, un transfert narcissique, où il y a ce besoin constant d'être admiré, ou même un transfert régressif, qui peut ramener une sorte de dépendance infantile. Et du côté du thérapeute, on retrouve aussi deux grandes catégories. D'abord, le contre-transfert qu'on appelle concordant. Là, c'est simple. Le psy ressent la même chose que le patient. Sa tristesse, son vide, c'est un outil d'empathie incroyable. Et puis, il y a le contre-transfert complémentaire. Là, c'est différent. Le psy se sent placé dans un rôle, le rôle d'une figure du passé du patient. Ça peut être le sauveur, le parent critique, le rival. Ok, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, on arrive au cœur du réacteur, au cœur du travail thérapeutique. Comment on utilise tout ça pour vraiment provoquer un changement? J'aime beaucoup cette analogie, l'idée de laboratoire. Ça résume parfaitement le truc. Le cabinet du psy, ça devient un espace sûr, protégé, où tous les vieux schémas relationnels peuvent se rejouer. Mais cette fois, on peut les observer, mettre des mots dessus et au final, les transformer. Sans les conséquences que ça aurait dans la vraie vie, bien sûr. Prenons des exemples concrets. Si quelqu'un passe très vite de « vous êtes le meilleur » à « vous êtes le pire », ça peut orienter vers une organisation de personnalité de type borderline. Une méfiance vraiment intense. Ça peut révéler la présence de ce qu'on appelle des objets internes persécuteurs, en gros, l'écho de figures critiques du passé. Vous voyez, chaque type de transfert donne des indices précieux et aide à définir les objectifs de la thérapie. Évidemment, pour que ce laboratoire fonctionne, il faut des murs solides, à bon contenant. Et c'est exactement le rôle du cadre thérapeutique. La régularité des séances, la fiabilité du psy, des limites claires sur le temps, le lieu, le paiement, tout ça, ça crée un environnement super sécurisant. Un espace où on peut vivre ses émotions, même les plus intenses, et travailler dessus sans aucun danger. Alors là, on pourrait facilement se dire, bon, tout ça, c'est de la vieille théorie freudienne un peu poussiéreuse. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ces concepts sont plus que jamais au cœur des thérapies modernes et ils sont même validés par la recherche actuelle. L'idée a fait un sacré chemin. Ça a commencé avec Freud, bien sûr, puis Eichmann a tout changé en voyant le contre-transfert comme un outil. Ensuite, Kernberg l'a appliqué aux troubles de la personnalité, et plus récemment, des gens comme Fonagy ont fait le pont avec les neurosciences et la théorie de l'attachement. Bref, ça fait plus d'un siècle que ces idées s'affinent et s'enrichissent.
Et aujourd'hui, ce n'est plus juste de la théorie. Des domaines de recherche très pointus, comme la théorie de l'attachement ou les études sur ce qui fait qu'une thérapie marche, eh bien tout ça vient confirmer que ces concepts sont pertinents. On n'est plus dans la construction théorique, on est dans l'outil clinique dont l'efficacité est prouvée. Finalement, c'est peut-être ça, la grande promesse de tout ce travail sur le transfert. En observant, dans la sécurité du cabinet, comment notre passé s'invite sans cesse dans notre présent, on se donne enfin une chance. La chance de ne plus être condamné à le répéter. La chance d'écrire enfin une nouvelle histoire.